Bien, bonjour à tous. On va commencer dans 2 petites minutes. Alors, vu qu'on n'est pas très nombreux et si vous en êtes d'accord, je veux bien vous inviter dans le fond à se rapprocher, puisque comme ça, on va organiser aussi un temps d'échange avec nos intervenants. Et puis voilà, comme nous sommes des gens sympathiques et que le but aussi est de vous faire participer autant que possible, n'hésitez pas à vous rapprocher si vous en êtes d'accord. Et si vous voulez bien, merci. Puis on commence d'ici 2 minutes. Bon, puisqu'on est tous présents, on va se permettre de gratter 1 minute, ne serait-ce aussi que par respect pour celles et ceux qui sont arrivés à l'heure. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous donc pour cette table ronde qui s'inscrit dans le cadre du CIDO Paris 2021 et intitulée Pilotage et exploitation vers des bâtiments hyper conscients. Alors, nos intervenants, vous les découvrez ici. Merci à tous les trois d'être avec nous. Alors, je vais commencer par la personne tout de suite à ma gauche, Monsieur Claude Morand. Bonjour, vous représentez ST Microelectronics. Vous êtes vice-président du groupe en charge de la qualité de l'excellence en fabrication dans les sites de fabrication de puces. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ST Microelectronics, c'est l'un des leaders mondiaux des semi-conducteurs qui conçoit, fabrique et commercialise ces composants électroniques ou puces dans le monde entier. Elle dispose de 11 sites de production dans le monde, dont 3 en France, emploie 46 000 collaborateurs, dont 8 100 en recherche et développement. Bonjour Monsieur Morand et merci d'être avec nous. À vos côtés, Monsieur Francis Veil, vous êtes vice-président Global Marketing Alliance and Sales Production chez Getronics. Donc vous êtes implanté, en l'occurrence Getronics, dans 23 pays, vous employez près de 4000 personnes à travers le monde et vous êtes une société âgée de plus de 130 ans, qui mérite d'être soulignée, dont le métier historique est la gestion du poste de travail et vous avez évolué aujourd'hui dans le domaine des technologies de l'information avec des digital workplace, cloud services, smart spaces, business applications et j'en passe et les meilleurs. Et je vais vous laisser découvrir ça sur votre stand. Vous avez peut-être un stand Getronics, je crois. Non? Ah non, autant pour moi. Sur votre site internet alors. Et à vos côtés, Madame Pauline Coche, bonjour. Vous êtes CEO et fondatrice de Citowi. Citowi propose des solutions SaaS, SaaS, pour anticiper les risques et le vieillissement des bâtiments et optimiser les travaux et les budgets. Grâce à la maintenance prédictive, les actifs sont à la fois plus rentables et plus durables. Il y a aussi notamment une dimension écologique et transition énergétique. Bonjour à tous les trois. Merci d'être avec nous, comme je le disais. Alors, comme on va partir aussi du principe que tout le monde n'a peut-être pas le même niveau de connaissance sur le sujet, je propose peut-être une question pour un peu centrer le contexte et savoir de quoi on parle et se doter d'une culture commune. Peut-être première question pour vous, Monsieur Veil. C'est quoi un bâtiment intelligent? Vaste question. J'ai le droit de passer mon tour ou pas? Ah non, non, c'est pas comme ça. D'abord, merci pour votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Un bâtiment intelligent, en l'occurrence, ça regroupe tellement de choses différentes que je pourrais peut-être prendre un exemple ou un cas d'usage. Oui, c'est pareil. En plus, je disais bâtiment intelligent, mais c'est hyper conscient, mais on va dire que c'est la même chose. Voilà. Le cas d'usage, c'est parfait, comme ça on visualise bien. L'exemple de quelque chose qu'on a déployé, mis en œuvre à pas mal de reprises dans différents pays dans le monde, c'est dans le domaine tristement d'actualité, parce qu'ils sont très sollicités en ce moment, des hôpitaux et des cliniques, où typiquement vous avez un hélicoptère du SAMU ou des pompiers qui arrivent à un moment donné sur le toit d'un hôpital. On sait quelle est la pathologie du patient, on sait qu'il arrive dans 3 minutes, on fait monter l'ascenseur au dernier étage sur le toit, on bloque la clim pour éviter que les pales de l'hélicoptère salissent la clim, on fait monter la température du couloir du dernier étage uniquement pour pas que les autres patients attrapent froid, on bip les médecins compétents, on réserve la salle d'opération, on pré-réserve la salle de réveil, et puis comme tout doit se terminer
toujours de toute façon de la même manière, il faut à un moment payer. Donc on ouvre le dossier patient, on commence la facturation, etc. Donc un dossier, un immeuble intelligent, c'est un immeuble qui, par rapport aux usages qu'on en fait, va s'adapter et on va déployer des solutions qui correspondent exactement à l'usage que les utilisateurs qui sont dans ce bâtiment. On fait la même chose pour les aéroports. On équipe 64 aéroports dans le monde. AENA, pour ceux qui connaissent, c'est l'équivalent espagnol d'ADP. Donc là, le cas d'usage est différent dans ce cas-là. Donc, un immeuble intelligent, voilà, c'est un immeuble qui sait s'auto-réguler, programmer et qu'on a un peu réfléchi quand même à l'avance par rapport au cas d'usage. Alors, Madame Coche, peut-être pour compléter, parce que je sais que vous travaillez, quand on préparait cette table ronde, vous nous expliquiez que vous étiez peut-être plus dans le secteur public que privé. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer globalement ce que fait CITOI, ce qui nous donnera peut-être une illustration complémentaire sur un bâtiment hyperconscient? Oui, complètement. Alors nous, aujourd'hui, on vient simuler le vieillissement des bâtiments en prenant en compte, par exemple, l'environnement, la pluie, le vent, le soleil, mais aussi le sous-sol, les propriétés des matériaux, les usages. Si on est dans de la logistique, du tertiaire ou du résidentiel, il n'y a pas du tout les mêmes pathologies qui vont émerger. Et derrière, en fait, on va optimiser et rationaliser tous les plans de travaux et d'investissement en passant sur de la maintenance prédictive et non plus curative. Donc, on fait économiser jusqu'à 40% des budgets. Aujourd'hui, dans le bâtiment, c'est vraiment que du curatif. Et on peut diminuer l'empreinte carbone de 70%. Donc, vraiment, on fait les deux. Et pour nous, un bâtiment intelligent, ce serait un bâtiment qui répondrait aux usages, mais de manière sobre, sans débauche d'énergie, de capteurs, etc. Et par exemple, nous, ce qu'on a fait, c'est que, et on va être beaucoup plus terre à terre, mais moi, j'ai des clients qui refont à 2 ans d'intervalle la même toiture du même bâtiment parce qu'ils n'ont pas gardé la donnée. Ou j'ai des bâtiments dans les panneaux de façade tombent et on va mettre des tonnes et des tonnes de matériaux en benne alors que le bâtiment est neuf. Et nous, on arrive, on dit, non, puisqu'on sait ce qui se passe, on sait comment ça vieillit, il suffit d'intervenir à 3 endroits. Ça va vous coûter en fait 10 000 euros versus 3-4 millions d'euros. Et comme ça, on peut avancer et votre façade arrête de tomber. Donc pour nous, c'est vraiment ça. C'est pouvoir permettre les usages dans les meilleures conditions possibles avec des ressources qui restent raisonnables, je dirais. Donc c'est ça, optimisation des fonctionnements, des usages, maintenance prédictive, donc ça permet une optimisation des coûts et du coup aussi une amélioration pour la performance énergétique des bâtiments. Voilà à quoi sert. Énergétique et carbone, clairement. Si vous allongez la durée de vie de vos isolants, vous allez consommer moins d'énergie. Et puis quand on sauve une façade de la benne, on peut diminuer jusqu'à 70% l'empreinte carbone d'un bâtiment. Voilà. Alors du coup, le lien, on va dire, entre tout ça, c'est la notion de données, puisque ces bâtiments hyper conscients ou intelligents, en fait, peuvent faire ce genre de choses parce qu'ils extraient de la donnée. Mais justement, cette analyse de la donnée pour faire la maintenance prédictive, pour anticiper le vieillissement des bâtiments, des machines, comment ça se passe en fait? Comment est-ce que vous récoltez ces données? Comment est-ce que vous les triez? Comment savoir laquelle est la bonne? Comment la prioriser? Peut-être vous, Monsieur Veil, ça me permettra d'introduire Monsieur Morand. C'est le grand sujet, en l'occurrence, parce que la donnée, et peut-être qu'on parlera aussi des aspects de sécurité, de privacy et de compliance de ces données, finalement, ces bâtiments produisent énormément de données. C'est pour ça que d'ailleurs, Getronics, en tant qu'intégrateur, on a notre rôle à jouer, parce qu'on a ce savoir-faire historique en tant qu'intégrateur d'aller collecter la donnée et évidemment aussi entretenir ce qui est au bout, c'est-à-dire les connecteurs, les senseurs, les IoT, les devices, etc. Mais finalement, on va collecter la donnée, pour répondre, comme je disais tout à l'heure, au cas d'usage, s'assurer qu'on on correspond bien au cahier des charges d'origine, mais aussi qu'on puisse faire de la maintenance prédictive. Et il y a un milliard d'usages possibles après de cette donnée, et de savoir quelle est la bonne donnée après aussi, c'est ça le problème. C'est-à-dire comment on fait le filtre dans toutes ces données qu'on va collecter. Ça ne sert peut-être à rien de tout conserver. Et donc ça, c'est aussi le grand enjeu. Et où je stocke ces données? Est-ce que je les stocke sur du cloud public? Est-ce que je les stocke sur un cloud privé? Parce qu'in fine, le smart building, quand on y pense, c'est aussi de l'usage, de la data et du cloud. Ce matin, on avait une table ronde sur la notion de boss. Effectivement, un des intervenants expliquait que c'était la notion de cas d'usage qui était déterminante, qui était le point de départ justement pour connaître la donnée
la plus utile, on va dire, pour justement atteindre les objectifs. Du coup, alors, Monsieur Moron, ça me permet de faire la transition un peu avec vous. Alors, vous n'êtes peut-être pas dans le smart building, vous êtes dans le smart process, on pourrait dire. Comment est-ce que voilà, chez ST Microelectronics, vous travaillez avec cette notion de données? Pourquoi faire? Pour nous expliquer un peu justement votre métier et votre perception justement et l'usage de la donnée. Bien, bonjour à tous et à toutes. Bon, oui, nous on est dans un cadre industriel, là, on parle d'usine de fabrication. Donc on travaille dans ce qu'on appelle le semi-conducteur. Donc vous l'avez dit, hein, c'est la fabrication de composants. Donc c'est une fabrication qui est je peux le dire, très très complexe. Complexe dans le nombre d'opérations à réaliser, dans la complexité de ces opérations et dans la durée de vie, en fin de compte, du produit en salle de fabrication. Donc tout ça, ce n'est pas à l'échelle de l'homme. On est obligé de faire appel à beaucoup d'automatisation, mais surtout beaucoup de logiciels pour essayer de gérer tous ces encours. Nous, notre défi dans ce métier-là, c'est surtout de pouvoir être capable de traiter la donnée qui nous est offerte. Et là, on est dans un cas où il y a énormément de données. C'est-à-dire les équipements de fabrication qu'on a donnent énormément de données et on n'utilise pas cette donnée de façon efficiente. Et donc notre enjeu à nous, c'est ça, c'est d'essayer d'utiliser au mieux ces données pour amener de la valeur ajoutée. Alors la problématique du semi-conducteur, c'est que quand vous fabriquez un composant, vous n'envoyez le fonctionnement qu'à la fin, puisque vous faites les étapes, on va dire, de métallisation à la fin. Donc la fonctionnalité vraiment sera vérifiée à la fin. Donc pendant tout le procédé de fabrication, vous êtes obligé de mettre énormément d'étapes de contrôle, de maîtrise. Et vous disiez que c'était 3 ans, enfin, pardon je coupe, mais 3 ans la durée de fabrication d'une puce. Non, pas 3 ans, non, okay. non, 3 mois. 3 mois, ah, okay. 3 mois. Non, fabriquer une puce, c'est entre 400 et 600 opérations élémentaires, et un lot de fabrication peut passer 3 mois dans la salle. Et avec des tas d'opportunités, ça n'est pas, hein, mais de pouvoir faire du rebut. Donc il faut extrêmement maîtriser nos procédés pendant toute la fabrication. Donc pour ça, on essaie de traiter de plus en plus les données au plus près de la source, et essayer de travailler aussi avec cette donnée, presque en temps réel, parce qu'au fur et à mesure de la fabrication, bien sûr, vous mettez de la valeur ajoutée, et si vous vous rendez compte de votre problème de qualité à la fin, pour nous, c'est un vrai problème. Donc la donnée est extrêmement importante, et je rejoins M. Vell, la qualité de la donnée est plus importante. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de big data. Nous, on est dans le big data. C'est le big data. On extrait de nos usines tous les jours quelques dizaines de téraoctets de données qui ne sont pas totalement exploitées. Mais par contre, en avoir beaucoup, c'est une chose. Avoir la bonne donnée est beaucoup plus importante. Juste pour introduire peut-être un autre sujet tout à l'heure, mais on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup de ces sujets-là. Mais avant de parler d'intelligence artificielle, il faut parler de qualité de la donnée et de ce qu'on appelle la véracité, ou du moins le sens de la donnée pour qu'elle soit vraiment exploitable. Très bien. Alors justement, vous êtes dans une logique de prédiction en temps réel, vous le disiez. Pauline, est-ce que vous, c'est pareil? Mais j'imagine que pour le vieillissement des bâtiments, vous êtes peut-être à plus long terme. Juste voilà, de manière très pratico-pratique, vous êtes dans une prédiction à quel terme? Alors nous, on va être entre 2 et 35-50 ans. Donc on n'est pas du tout sur une logique temps réel. Ça n'a rien à voir. Et nous n'avons pas du tout les mêmes problématiques. Nous ne sommes pas dans un secteur où on peut parler du big data. Bien au contraire, on les cherche, les data. Et quand on les a, elles ne sont pas structurées, elles ne sont pas fiables. Donc il faut pouvoir travailler avec l'incertitude. Il faut pouvoir travailler avec des jeux de données avec des trous, avec des mailles qui ne sont pas les mêmes. Il faut pouvoir croiser de la donnée météorologique avec de la donnée physique, chimique. Donc nous, on est plutôt dans une logique, dans un secteur qui est en train petit à petit de se structurer sur ces questions-là, mais on est au tout début et on aide beaucoup nos clients à se structurer sur ces questions de data. Nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout dans une logique de big data. Et bien au contraire, notre logique, notre problème, c'est d'aller les chercher, ces données-là. Et justement, vous les extrayez comment, ces données? Alors, on va travailler, on va aller les chercher là où elles sont, et si elles existent, parce que parfois, elles n'ont pas été collectées. Donc, on va les chercher chez nos clients. Ils vont avoir, par exemple, des dossiers d'ouvrage exécutés, où là, il y a de la technique, des données techniques sur le bâtiment. L'historique de maintenance, même si normalement, dans la vraie vie, il y a un carnet de maintenance, en général, il n'est pas rempli. Donc là où on va chercher, c'est la comptabilité, parce que c'est là où il y a toutes les opérations de maintenance et d'investissement. Et puis nous, en parallèle, on enrichit beaucoup avec de l'open data. Donc en France, on est assez bien lotis. On vient chercher des données météo, on va aller... derrière nous, on fait de la CFD, donc de la simulation thermique dynamique. On peut comprendre comment le vent passe sur une façade, soulève un panneau, le fait tomber.
Et on va croiser aussi avec des données de la littérature scientifique. Donc on a des données par exemple sur le béton armé. Et s'il nous manque de la donnée, on va travailler avec un laboratoire, par exemple pour faire un carottage sur un bâtiment. Mais nous ne sommes pas du tout malheureusement dans la même logique de Big Data. Et vous, Monsieur Veil, vous êtes où? Entre les deux? Plutôt côté ST Microelectronics? Je pencherai, excusez-moi, plutôt sur ma droite. Vous avez de la chance. Et je ne veux pas faire de politique. Mais non, sérieusement, on a comme métier depuis très longtemps de maintenir des devices qui sont des postes de travail. Pour les plus jeunes d'entre nous, dont je fais évidemment partie, vous vous souvenez peut-être de ces entreprises comme Wang, Olivetti, etc., qu'on a rachetées il y a très longtemps. Donc ça fait 30-40 ans qu'on est dans le poste de travail, 130 ans que Getronics existe, 132, mais on ne faisait pas ce même métier à l'époque, on était dans le câblage. Donc pour nous, quelque part, maintenir plusieurs millions, ce qui est notre cas, de postes de travail dans le monde, et d'en rajouter quelques millions supplémentaires qui sont finalement d'autres types de devices, qui sont une tablette, un senseur, un IoT quel qu'il soit, finalement c'est le même métier. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle un CMDB, donc une base sur laquelle on va collecter tous ces devices. On a toute une série d'outils, de process internes pour maintenir ça. Et ce que l'on va apporter en collectant la donnée utile qu'on évoquait tout à l'heure, c'est de faire du prédictif. Nous, on sait dire, et ça depuis toujours, attention, telle machine va tomber en panne à tel moment, parce qu'on a cette connaissance, on a ces bases. Et maintenant, l'enjeu pour nous, c'est de faire la même chose sur d'autres types de devices. Mais finalement, c'est exactement le même truc. Donc, pourquoi? Parce qu'on doit réduire quelque part nos coûts, réduire ceux de nos clients, et puis faire du prédictif. C'est mieux de changer un connecteur sur une machine chez ST ou dans un mur, peut-être demain chez vous, plutôt que de s'apercevoir qu'il ne fonctionne pas. Donc toute cette partie aussi, on en parlera peut-être autour de l'IA, ou toute cette intelligence qu'on va mettre dans les données qu'on capture pour faire du prédictif, c'est absolument essentiel à notre métier. Et justement, puisqu'on parle de l'IA ou du traitement des données, comment ces données sont traitées? Donc il y a de l'intelligence artificielle, il y a des algorithmes, il y a des data analystes, un mixte des deux. Comment ça se passe concrètement? Pour de répondre. Pour faire dans le politiquement pas correct, je dirais qu'aujourd'hui on met de l'IA à toutes les sauces. À partir du moment où on met deux algos ensemble, ça s'appelle de l'IA. Donc ouais, on fait de l'IA. Non, mais plus sérieusement, on a aussi de vrais outils analytiques qui nous permettent justement de faire ce prédictif là, qu'on va aller chercher par rapport aussi au cas d'usage que l'on a. Je vous rappelle qu'on est un intégrateur. Donc on va prendre les meilleures solutions technologiques pour répondre de la meilleure façon aux besoins de nos clients. Donc on va utiliser ces outils d'analyse sur les bases qui sont à nous, qui sont chez nous et qu'on stocke depuis des lustres sur certains composants et certains comportements de certains composants, voire même sur des process, sur des workflows où on s'aperçoit que de manière empirique, les choses marchaient plutôt pas mal, mais compte tenu de la volumétrie des données maintenant qu'on vient collecter, ça ne marche plus, quoi. Donc il faut automatiser, il faut mettre un peu de deep learning dedans pour qu'on puisse répondre aux enjeux du volume de data. Vous savez comme moi que les volumes des objets connectés, c'est x10 à peu près tous les ans. Et je ne parle même pas des données que ces objets génèrent eux-mêmes. Donc il faut industrialiser le process. Ouais. Claude, vous êtes dans la même logique, utilisation d'intelligence artificielle. Vous avez encore des collaborateurs qui regardent les données un peu comme Pauline le fait. En fait, ce sont des nouveaux métiers. Même si on est dans la high-tech, les métiers de la donnée, c'est un nouveau métier pour nous. Enfin, un nouveau métier dans le sens où on va parler un peu de big data. La quantité de données, en fin de compte, qu'on vise à utiliser amène des nouveaux métiers. Donc on parle beaucoup, un peu de façon aussi à la mode, de data scientist et tout ça. Mais je reviens toujours à mon sujet sur la donnée en elle-même. Aujourd'hui, si on fait de l'intelligence artificielle, il faut peut-être mettre 70 ou 80% d'efforts dans la préparation de la donnée, dans sa qualité, et peut-être 30%, je dirais, dans l'algorithme plutôt que l'inverse. Donc oui, on développe des solutions pour faire de la maintenance préventive, mais surtout prédictive.
c'est-à-dire anticiper, en fin de compte, comme on le disait tout à l'heure, des pannes. Mais au-delà de ça, on cherche à amener des solutions qui soient capables de nous amener de la productivité aussi, de l'amélioration de la qualité et de la réduction des coûts. Donc nous, par exemple, on est capable de faire de la reconnaissance de défauts et de faire de la classification de ces défauts avec des algorithmes intelligents qui remplacent l'homme, en fait, et qui sont capables, sur nos plaquettes de fabrication, d'identifier des types de défauts et d'identifier leur corrélation avec des machines. Ce qui nous fait gagner du temps dans la résolution de problèmes, par exemple. Bon, aussi des solutions de prédictifs, mais il y a une activité qu'on essaie de développer pas mal en ce moment, c'est ce qu'on appelle la métrologie virtuelle. En fait, quand on est dans un métier où on travaille à l'échelle du nanomètre, travaillant à l'échelle du nanomètre, on ne voit pas ce qu'on fait. Il n'y a que les équipements poussés qui peuvent nous permettre de le faire, et notamment des équipements de métrologie qui coûtent aussi cher que des équipements de fabrication. Donc pour nous, c'est un enjeu de réduire, en fin de compte, ces étapes de métrologie et de pouvoir consacrer, en fin de compte, nos investissements à la fabrication. Et donc, je disais tout à l'heure, les équipements de fabrication parlent beaucoup. Et donc, capitaliser sur ces données pour pouvoir prévoir, en fin de compte, le résultat final sans avoir besoin de le mesurer, je dirais c'est vraiment un enjeu. C'est un enjeu de compétition, mais c'est un enjeu financier énorme. D'accord, donc on l'a dit, donc gain de performance, qu'il soit justement financier, dans le gain de temps, dans le gain pour les performances énergétiques. Au final, on a l'impression que c'est une technologie qui va de soi, qui est évidente, mais quels freins vous rencontrez aujourd'hui dans vos domaines respectifs? Est-ce que c'est des freins financiers? Alors pour vous, j'imagine non, parce que vous avez développé la technologie, mais plutôt la question est pour Pauline. Est-ce que vos clients, c'est des freins financiers qu'ils rencontrent pour le déploiement de ces technologies? Est-ce que c'est peut-être des freins aussi liés en termes de mentalité? C'est parce que les gens ne sont pas prêts à basculer justement dans le monde de la donnée, monde du numérique. Alors, on va commencer par vous, Pauline. Oui, complètement. D'abord, il y a une question de sobriété, je pense. Nous, on travaille sur des parcs de 900 bâtiments à minima, ou voire plus. On peut aller sur des milliers de bâtiments. On ne va pas développer une série de capteurs à déployer sur tous les murs de tous ces bâtiments. Donc, il y a des vraies questions aujourd'hui de savoir est-ce que ça vaut le coup de déployer ces capteurs? Est-ce que ça vaut le coup de collecter cette donnée? Est-ce que pour un objectif de réduction carbone, en fait, je ne fais pas l'inverse? Ça, c'est extrêmement important. Et du coup, quel est le livrable que mon client attend? Quelle est la qualité du livrable qu'il attend? Et du coup, quelles données j'ai besoin de mettre en face? Et ça, c'est un vrai débat. Il n'est pas forcément tranché aujourd'hui, mais de savoir trouver le bon équilibre, je pense qu'il est très important. Et puis, chez nos clients, c'est clairement, si on leur demandait de déployer une flotte de capteurs sur tout leur parc, de manière sonnante et trébuchante, ce ne serait pas possible. Ça coûterait extrêmement cher. On peut s'arranger. Non, mais et puis même pour les livrables que nous avons besoin, ce serait inepte, en fait. Donc aujourd'hui, il y a cette notion-là qui est très importante. Et puis la deuxième, c'est que on a aujourd'hui des clients qui sont très peu matures. Enfin, on reste dans un marché qui est assez archaïque, celui du bâtiment, où on est sur Excel, où en face de nous, un data lake, ils ne savent pas ce que c'est. Donc aujourd'hui, nous, on est sur un marché qui commence tout juste à mûrir et on essaye de développer des technologies aujourd'hui qui soient très ergonomes pour que chaque membre de l'équipe chez nos clients puisse l'utiliser. Mais on a un petit déficit de formation et oui, il est là. Et ça reste un frein. Après, à nous d'adapter nos technologies pour que chacun puisse l'utiliser. Francis, vous partagez les propos ou les complétez? Je suis vraiment... On n'est pas obligé d'être d'accord. Non, enfin, quelque part, oui, parce que ce dont vous parlez, ça correspond à un cas d'usage auquel, et je vous remercie d'ailleurs, on ne va pas s'adresser. Parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement, et c'est certainement pas moi qui vais aller argumenter, vous êtes la spécialiste, et vos clients aussi. Donc à partir du moment où il n'y a pas de retour, il n'y a pas de bénéfice, ça ne sert à rien, on peut passer à autre chose. Il y a suffisamment d'intérêt par ailleurs à déployer ce genre de solution pour que ça nous occupe pendant quelques décennies. Donc, pour répondre à votre question, il n'y a pas de frein. Il est malheureusement pas, à la sortie de la COP, c'est pas très joli de le dire, mais il est malheureusement pas lié à ça. Il reste toujours économique.
Donc à partir du moment où vous n'avez pas de ROI, il n'y a pas de projet. Donc déjà, après on peut faire du greenwashing et dire que, etc. Mais pour être tout à fait pragmatique, c'est l'aspect économique qui prime. Et maintenant, il y a un vrai retour pour énormément de situations. Donc, je parlais tout à l'heure des hôpitaux, des aéroports, enfin, tous les bâtiments de bureaux ou commerciaux. À partir du moment où vous arrivez à une taille qui généralement est au-delà de 5000 m², il y a quasiment systématiquement un retour. Donc c'est plutôt là-dessus qu'il faut se concentrer. Donc démontrer la viabilité des projets, commencer par des choses à taille humaine. Ça, voilà. Maintenant, parce que vous posiez la question sur les freins. Les freins, ils sont plutôt liés aux standards, par exemple. C'est pour l'instant un monde où il y a des milliers d'acteurs qui fabriquent des composants, des IoT, des senseurs, des capteurs. Il en va de toutes les couleurs et toutes les formes. Chacun, je grossis un peu le trait, mais il va de son standard d'interopérabilité, d'API, etc. Donc c'est une vraie usine à gaz à mettre en œuvre. Il faut que l'intégrateur soit capable d'avoir une espèce d'interface pour aller collecter cette donnée qui soit la plus ouverte possible, en attendant que le marché se mette d'accord sur quelque chose pour aller... voilà. Donc ça, c'est un frein, parce qu'on a des bâtiments prééquipés, avec, ça peut être des trucs basiques comme des caméras, etc. On prévoit aux États-Unis, là, dans les 3 ans qui viennent, c'est pas une caméra pour 5 personnes. En Chine, ils y sont déjà, eux, c'est plutôt 1 pour 2, là, la prochaine étape. Donc, on peut les connecter des caméras, on peut les connecter plein de trucs qui préexistent. Et puis après, il faut rajouter des nouveaux. Et le problème, c'est que rien ne parle ensemble. Donc, ça, c'est un vrai frein. Et le deuxième frein, pour terminer, il est sur les aspects de sécurité et de réglementation, de compliance, pas le mot en français, mais par rapport aux règles européennes qui sont en train de se mettre en place. Le sujet de la sécurité, on en parlera peut-être si vous voulez tout à l'heure, mais ça, c'est un vrai problème. Mais c'est intéressant que vous parlez sur cette notion d'interface, effectivement, et d'interopérabilité. C'est exactement ce dont on parlait ce matin. Il existe heureusement des acteurs, en tout cas un sur ce salon. Du coup, Claude, je voulais venir à vous maintenant, parce que quand on préparait cette table ronde, vous avez dit que l'un des enjeux pour vous était plutôt d'ordre humain, et je crois même que vous avez utilisé cette phrase, un des enjeux pour vous, c'est de faire passer nos collaborateurs du tableau Excel à l'univers de la donnée. Voilà, vous pouvez nous dire quelques mots ? Oui, ce que j'avais pris, me faire passer les gens du monde d'Excel au big data. Et en fait, pour des industriels et pour des ingénieurs, c'est sûr que Excel, c'était l'outil de base. Et en fait, on a 2 mondes. On a un nouveau monde qui est celui de la donnée, donc avec des nouveaux métiers, avec des métiers autour de la donnée, aussi bien du côté IT que du côté même, purement mathématique avec les data scientists. Ces 2 mondes-là, aujourd'hui, se parlaient pas vraiment. Donc il a fallu rapprocher ces 2 mondes-là. Il y a le monde du business, quelqu'un qui connaît le métier, et celui qui connaît la donnée. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé des programmes de formation pour essayer d'amener nos ingénieurs à leur donner au moins un vernis. On a quelques cas intéressants de personnes qui ont la double compétence, et donc ça c'est extrêmement intéressant quand vous avez quelqu'un qui connaît votre métier et qui en même temps est formé sur la donnée. Et donc quand on fait toucher à tout le monde, je dirais, ce domaine, on crée beaucoup d'appétence. Parce qu'après les ingénieurs, bien sûr, ils aiment la donnée aussi, ils aiment créer, ils aiment amener des nouvelles solutions. Et on parlait tout à l'heure de ROI. Moi aujourd'hui, je reçois tous les jours des dizaines de nouveaux cas d'usage qu'on me propose. Et donc il a fallu qu'on mette une gouvernance pour essayer véritablement de savoir quels étaient les cas d'usage qui étaient intéressants et ceux qui ne l'étaient pas, ceux qui amenaient véritablement quelque chose. C'est aussi une des leçons du big data, c'est qu'on peut se jeter dans le big data, l'intelligence artificielle et tout ça, mais ça a un coût. Et des fois, on découvre, je dirais, un peu tard que ça a un coût. Ça a un coût en utilisant le cloud, ça a un coût aussi lié au fait qu'il y a des algorithmes qui demandent beaucoup de données. Plus vous utilisez de données, plus vous les rafraîchissez souvent, plus aussi ça peut vous coûter. Et en fait, à la fin, vous n'avez pas forcément le gain que vous attendiez. Donc il faut choisir les bons sujets, ça c'est un point, les ROI, et puis il faut former nos ingénieurs aussi à ce monde-là. Aujourd'hui, on n'a encore pas assez, je trouve, d'écoles d'ingénieurs qui amènent véritablement les ingénieurs à avoir cette coloration
avec ces deux mondes, à la fois le monde véritablement des métiers de l'ingénieur, mais aussi celui de la donnée. Et du coup, quand on a dit par exemple du frein, on va dire, lié au gouvernement, je sais que Francis, on en avait parlé, et Pauline aussi, parce que vous travaillez avec les collectivités, on l'a dit. Est-ce que du coup, leur posture est plutôt ouverte ou plutôt fermée? Parce qu'on sait en général que l'institution, l'image que j'en ai, qu'on en a peut-être collectivement, c'est que c'est plutôt un système qui met du temps à évoluer. Est-ce que c'est le cas? Pas du tout? Alors non, aujourd'hui ils sont très ouverts à l'open data, toutes les collectivités qu'on a rencontrées. Aujourd'hui ils sont même quasiment en avance sur le privé, donc ils ont une vraie appétence pour ça, il y a une vraie politique aujourd'hui d'ouverture de la data et une envie de tester, d'être novateur et d'être précurseur. Donc nous aujourd'hui, c'est vrai qu'on a démarré avec le public puisque ils ont une vraie logique de conservation et de préservation de leur patrimoine sur du temps long. On ne va pas vendre une mairie, on ne va pas vendre un théâtre, il va falloir l'entretenir, il va falloir payer. Donc autant le faire de manière la plus intelligente possible. Et aujourd'hui, on commence, nous, à travailler beaucoup avec le privé. Donc soit avec des directions immobilières de grands groupes, ou bien alors avec des foncières privées qui ont du patrimoine sous gestion. Mais non, il y a une vraie appétence pour ça. Ça bouge. Super. Alors, il y a une autre thématique qu'on a sous-entendue tout à l'heure, c'est notamment autour de la souveraineté numérique et de la sécurisation des données. Mais avant cela, je vous avais promis de vous donner la parole. Donc voilà, on a pas mal échangé avec nos intervenants. Si vous souhaitez rentrer dans la danse, si je puis dire, n'hésitez pas à lever la main bien haut. C'est là en général qu'il y a un silence, que personne ne se lancer. Bien sûr. Ouais. Monsieur Coulon. Bonjour. Alors, juste, je suis obligé de garder le micro pour des raisons sanitaires. J'ai une question. Vous avez parlé de qualité de la donnée. Je voudrais savoir un peu ce que ça signifie pour vous et quels sont les enjeux, les problématiques que vous avez autour de ce sujet. C'était pour M. Veil ou M. Morand ou Monsieur peu Morand. importe, qui veut. Ouais. Allez-y. En fait, oui, c'était... il y a quelques années, on a lancé un grand programme autour de la donnée avec cette ambition là, d'amener des solutions, des cas d'usage, parce qu'on avait déjà par-ci, par-là des cas d'utilisation sporadiques dans certaines usines et on faisait remonter de l'idéation. Ce qu'on appelle l'idéation, c'est vraiment des remontées d'idées du terrain. Et on s'est vite aperçu en fin de compte que la donnée, on n'avait pas des modèles de données qui étaient uniformes déjà entre nos usines. Alors, ne parlons pas entre nos usines, mais déjà au sein d'une même usine, quand vous attaquez des bases de données différentes qui sont censées travailler entre elles grâce à un algorithme, vous n'arrivez pas au bon résultat parce qu'en fait, vous pouvez avoir dans vos bases de données des modèles qui sont différents et pourtant qui représentent la même chose. Donc ce travail initial sur la donnée, nous on a travaillé, on a appelé ça une couche sémantique, c'est-à-dire recréer en fin de compte une couche sémantique pour toutes nos données qu'on voulait utiliser, les données d'intérêt on va dire. C'était le travail préliminaire. J'apprendrai à personne, vous savez, les fameux 3V, pour faire du big data, il faut du volume, beaucoup de data, il faut de la vélocité, de la vitesse, mais il faut aussi une data qui a du sens. Et parce qu'en fait, les résultats que vous pouvez avoir peuvent être complètement différents de ce que vous attendez, et simplement parce qu'on n'a pas pris assez de temps pour bien définir ces modèles de données, travailler sur leur signification, travailler sur un data catalogue, travailler sur la gouvernance de la donnée au départ, de manière à ce que tout ça, ça puisse être bien utilisé après et que n'importe quel ingénieur puisse avoir accès dans un data lake à ces données avec une interopérabilité entre elles. Donc voilà ce que j'entends véritablement par qualité de données. Francis ? Non, je pense que tout a été dit sur la qualité. Peut-être rajouter un point complémentaire, c'est où on la met, la donnée. Parce que finalement, dans n'importe quel projet, je pense aujourd'hui, n'importe lequel, il faut commencer, et ça permet de comprendre les enjeux du client, pour commencer à comprendre ces données. Et de savoir où on les met est aussi un élément absolument essentiel, parce qu'il y a des données qui sont quasiment publiques, open data, vous en parliez, et là, on peut les mettre n'importe où, dans du cloud public. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sensibles ou liées à la stratégie de l'entreprise. Et là, il faut mettre les couches de sécurité et de compliance qui vont bien pour gérer cette donnée. Donc, dès qu'on commence à définir, même pour revenir au sujet du jour qui est le bâtiment, est-ce que ma donnée, elle est critique ou pas? Qu'est-ce que je fais de ma donnée? Quand c'est des données, par exemple, nous, on a des capteurs de température et de reconnaissance faciale pour rentrer dans les bâtiments.
La température et les reconnaissances faciales, je pense que ce n'est pas des choses qu'on a envie de partager avec tout le monde. Après, de savoir si il faut changer l'interrupteur dans mon ascenseur ou je ne sais pas trop quoi, ça, on s'en fiche. Donc, on peut aussi avoir cette analyse de dire qu'est-ce que je fais des données qui sortent de mon bâtiment, comment je les organise, comment je les trie, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je sécurise, qu'est-ce que je rends public, etc. Donc, il y a un grand sujet là aussi. On va y venir. Alors, peut-être autre question, réaction ? Profiter de nos intervenants. Si vous voulez, je complète. Oui, je vous en prie. Nous, on avait un vrai sujet aussi de qualité des données et du coup, on a dû travailler sur le sourcing. On avait besoin, par exemple, de connaître la volumétrie du bâtiment. On y avait accès, mais on n'était pas sûr de la fiabilité des données. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur une autre source de données. On a considéré que tous nos clients avaient des techniciens qui allaient très souvent sur site et ils avaient tous un smartphone dans la poche. Donc, en fait, on a travaillé sur de la donnée photo pour avoir accès à des données qui soient de très grande qualité. La qualité impacte aussi la manière de collecter la data, le type de data et derrière le type de techno qu'on a dû utiliser puisqu'on a dû passer sur du machine learning. Donc des technos qui sont plus complexes à utiliser, qui sont plus consommatrices, mais du coup qui sont nécessaires quand on a ce type de données en face. Voilà. Bien, donc on en vient à cette notion de souveraineté numérique, parce que j'aimerais bien qu'on y vienne effectivement, puisque on sait que la perception vis-à-vis de la souveraineté numérique est différente, on va dire, en fonction des pays notamment. Mais justement, comment est-ce qu'on sécurise les données ? Si c'est des données publiques mises à disposition de tout le monde, si c'est des données qui sont sur le cloud, vous disiez qu'il faudrait sélectionner, il faudrait déterminer les données qui méritent d'être sélectionnées ou pas. Mais du coup, comment est-ce que vous faites et quel est votre avis justement sur cette notion de souveraineté numérique ? Alors j'imagine que vous, Claude, c'est un peu différent puisque vous n'avez pas beaucoup de données propres à des individus, mais est-ce que, on en parlait ce matin, ça me permet de faire avec ce matin, un des enjeux c'était par exemple le fait d'anonymiser les données. Est-ce que c'est une des solutions ? Est-ce que du coup des fois il peut être intéressant de ne pas les anonymiser, mais dans ça comment est-ce qu'on les sécurise ? Alors je pense au contraire que M. Morand a des données hautement confidentielles et sensibles qu'un tel serait très content d'obtenir et avec un petit coup de main de la NSA, par exemple. Donc je pense que les pas données... sur des individus pour le coup, sur des process. Oui, mais les données de production dont M. Morand parlait, elles sont, par contre, hautement sécurisées. Donc c'est pour ça que j'imagine que chez ST, on sait faire la part des choses entre les données qu'on peut mettre dans le public et celles qu'on garde jalousement chez soi, bien protégées. Le sujet de l'IoT ou du smart building, surtout en ce moment, parce qu'on est passé d'un usage plutôt interne du smart building à un usage maintenant externe. Je veux dire par là, c'est que à la limite, on peut considérer presque la GTC comme l'ancêtre du smart building, ou un des composants du smart building. GTC, pour ceux qui connaissent c'est la gestion technique centralisée du bâtiment. Donc c'est vraiment la gestion du bâtiment. Donc ça, c'est des trucs pas très passionnants qu'on fait depuis super longtemps. Donc ça, c'est cette première étape. Et après, toutes les itérations qui ont eu lieu après, elles sont toujours centrées sur le bâtiment. Et c'est tout. Alors que maintenant, on est rentré dans une deuxième vague, on va dire, du smart building, qui est un usage que j'appellerais externe. C'est-à-dire on va s'occuper du client, on va s'occuper d'environnement, on va s'occuper de fidéliser les clients qui rentrent dans son bâtiment par une expérience client agréable, etc. Donc de plus en plus maintenant, les cas d'usage sont en train de basculer de l'interne vers l'externe. C'est pour ça. Et donc du coup, j'ai perdu votre question sur... c'est comment on sécurise les données, justement. Sur l'aspect sécurité. Là, j'avoue que là-dessus, il n'y a rien qui soit spécifique à ce domaine. Hein, parce que de toute manière, c'est pas parce que, par ailleurs, je préside une association qui s'appelle Eurocloud, qui réunit tous les acteurs français, européens du cloud, mais que je vais vous dire ça, mais de toute façon, tout ça, ça atterrit dans un cloud quelque part, toute cette donnée. Donc le sujet de la sécurité que vous évoquez, elle n'est pas spécifique au smart building, elle est spécifique à la donnée et au cloud. Donc le sujet de la souveraineté, qui fait pas mal de débat en ce moment, elle a une résonance non seulement technique, mais aussi politique. Quand vous parlez de sécurité de la donnée à un Polonais, à un Hongrois,
je ne parle pas des Chinois, ou un Français, c'est pas la même définition qui va vous en donner. Donc la sécurité, c'est autour de tous les projets de souveraineté. Là, je ne sais pas si vous avez vu, mais même la principauté de Monaco fait son cloud souverain à lui, là, sur son rocher. Donc tout le monde y va de sa souveraineté pour aller sécuriser les données. Alors après, je ne suis pas le spécialiste de la sécurité. Il y a des milliards de solutions pour sécuriser la donnée, mais la donnée qu'on va capter dans un building, elle doit être gérée exactement de la même manière que n'importe quoi. Vous avez vu qu'on a même aujourd'hui piraté les capteurs Apple. Donc on sait parfaitement géolocaliser n'importe qui, n'importe où. J'ai eu la chance de rencontrer le directeur technique de la DGAC. Quand il vous dresse le tableau de la situation de la France par rapport aux autres pays dans le monde, c'est un peu glaçant. Donc je pense qu'on a une grosse marge de progression là-dessus. Ouais. Et ça, Pauline, est-ce que c'est une question que vos clients vous posent dans le domaine plutôt public sur justement comment sont sécurisées les données, qui a la maîtrise dessus? Alors oui, public et privé, je pense que ça intéresse tout le monde d'avoir accès à des plans, par exemple. Donc nous, c'est un sujet, donc on est sur un fournisseur français avec les avantages et les inconvénients. Oui, ça reste des sujets parce qu'en fait, savoir connaître le patrimoine, savoir combien il coûte, dans quel état il est, oui, ça intéresse tout le monde. Oui. Et ça, les collectivités cherchent à protéger ce genre de données? En tout cas, ils n'ont pas du tout envie que ça sorte. D'accord. Donc, Et pas que les collectivités, toutes les foncières privées, les directions immobilières de gros groupes. Je pense que c'est quelque chose qu'on a envie de garder en interne. Là-dessus, je ne vais pas faire de politique. Oui. Le gouvernement actuel a fait beaucoup plus que tout ce qui a été avant, donc je peux pas critiquer. Il faut leur laisser un peu de temps pour continuer et transformer l'essai. Je ne dis pas qu'il faut revoter pour le même, je ne donne pas de consigne. Mais par contre, là, vous avez vu 2 milliards 100 dans l'IA, 1,8 milliard dans l'IoT, sans compter le premier plan Villeni sur l'IA, c'était en 2018, si je ne m'abuse. Donc il y a des investissements majeurs. La France est devenue le premier pays européen en termes d'investissement. On a la plus belle plateforme, en tout cas en Europe, et peut-être dans le monde, pour héberger tous les acteurs de l'écosystème dans lequel nous sommes. On a des infrastructures en termes de télécom qui sont une des meilleures. Après, encore une fois, on n'aime pas le nucléaire, mais enfin, c'est quand même la source non seulement la moins chère, mais surtout la plus stable, techniquement parlant. Quand vous mettez un data center en Angleterre, de temps en temps, quand il n'y a plus de charbon, ça tombe de temps en temps, ou alors que chez nous, ça n'arrive pas. Vous avez des ingénieurs, même s'il nous en manque 10 000 par an. Donc on a tout ce qu'il faut pour réussir là-dessus. Pour développer tout ça. Bien, on tend vers la fin de cette table ronde conférence. Je vous propose une dernière possibilité d'interpeller nos intervenants. Oui, merci monsieur. Ne bougez pas, j'arrive à vous. Alors, petite consigne, vous gardez votre masque et je garde le micro pour les raisons que vous savez. Bonjour. Bonjour, alors moi je me pose juste une toute petite question assez candide. En fait, ça fait un moment que sur les services américains, on a des niveaux de stabilité et de fiabilité qu'on n'arrive pas encore à atteindre en France. Et je prends pour exemple l'incident qu'il y a eu à OVH. Et du coup, ma question, et je vais dans votre sens, mais ma question c'est ok, ils font des efforts, mais finalement, c'est à quel moment, selon vous, qui êtes expert, on arrivera au même niveau d'excellence, quoi. Ça ne change rien. Merci. Je vais peut-être la prendre pour moi, celle-là, parce que Sans prie. Comme je suis un peu en tant que porte-parole des acteurs du cloud, le problème c'est que je parle au nom des acteurs du cloud en France et pas des acteurs français du cloud. Donc du coup, ma parole est un peu limitée là-dessus, parce que je vois très bien à qui vous faites allusion. Quand vous regardez les statistiques, les acteurs américains ont eu quand même des pannes majeures. Donc le français auquel vous faites allusion, c'est malheureux, ça aurait pu être largement évité, mais encore une fois, je pense que nos amis américains ont aussi eu quelques soucis.
Maintenant, je trouve que c'est dommage que par 2 fois, on ait fait un plan, que le gouvernement ait fait un plan d'investissement dans le domaine. Le premier a fait pchit, 275 millions de mémoire. C'était à l'époque de Sarkozy. La suite, finalement, c'est pas beaucoup mieux. Et là, on voit que le gouvernement laisse faire des accords entre des entreprises françaises, voire nationales, et des acteurs étrangers, plutôt que d'aller pousser des acteurs européens. Et on a quelques belles boîtes, pas forcément qu'en France, mais aussi en Europe, et d'accélérer la commande publique vers ces gens-là plutôt qu'ailleurs. Parce que quand vous voyez qu'il y a énormément de sites publics qui sont hébergés sur d'autres sites ou d'autres sociétés que des sociétés françaises, on peut dire peut-être que ça aurait été un bon moyen d'aider avec la commande publique. Les Américains savent très très bien faire ça. Et nous, ce serait pas mal qu'on s'y mette. Ça améliorera la fiabilité, plus de moyens, plus de ressources, etc. C'est un cercle vertueux. Du coup, il nous reste malheureusement 1 minute. J'ai une dernière question à vous poser. Si on se projette vers l'avenir, quels sont les enjeux, les défis que vous cherchez à relever, que vous cherchez à atteindre? Claude nous en a dit quelques mots, c'était accompagner vos collaborateurs dans le monde numérique. Est-ce qu'il y en a d'autres? Faire toujours mieux. Il peut ne pas y en avoir, Francis. Si, certainement. Ouais. Moi, je dirais interopérabilité, c'est difficile à dire, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, faire en sorte que tout le monde puisse se parler et qu'on arrive quelque part à des standards. Vous me direz, plus tard ça arrive, mieux c'est pour nous, parce que comme ça, on joue à plein notre rôle d'intégrateur et on vient gommer cette complexité technologique. Et voilà, mais c'est quand même pas une solution. Et l'autre, c'est clairement la sécurité, parce que c'est vraiment... les bâtiments sont maintenant la porte d'entrée de tous les hackers aussi. Je dirais la sécurité, je dirais aussi le coût. Parce qu'aujourd'hui, l'accès justement à ces technologies est quand même pas donné. Et donc je pense qu'il faut démocratiser ça. Ouais. C'est ça. Comme toutes les nouvelles technologies, un jour, ça. Ouais, vous êtes un peu les pionniers, et puis du coup l'idée c'est de démocratiser ça. Pauline, vous partagez aussi? Oui, alors nous les enjeux c'est clairement de pouvoir répondre aux besoins de nos clients de la manière la plus sobre et la moins coûteuse possible. Donc de ne pas se perdre en chemin en faisant de la techno pour de la techno, mais de bien se rendre compte qu'en fait elles sont là pour répondre à un besoin client, à des cas d'usage, et c'est ça qui est important. On a vu là récemment une start-up se monter sur le bâtiment. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, le bâtiment émet plein de data, il y a plein de capteurs, sauf qu'elles servent à rien. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent bloquer l'émission de data inutile. Quand on est arrivé à ce niveau-là, c'est qu'il y a un souci. Ouais. Tout à fait. Alors juste sur cet enjeu d'interopérabilité, alors je ne suis pas là pour faire de la pub, mais il s'avère que c'était l'un de mes intervenants pour la table ronde de ce matin. Si ça vous intéresse, je vous encourage à aller voir Spinalcom qui propose effectivement une solution, donc ça permettra de poursuivre un peu cette réflexion et de trouver justement des solutions. Un grand merci à tous les trois pour votre participation, pour vos éléments de discours. Un grand merci à vous aussi pour votre présence et votre participation. Le CIDO continue, au plaisir de vous recroiser peut-être plus tard. Bonne fin de journée à tous. Merci.